Salut la team Phoenix et j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de séquestration mentale. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore et qui me découvriraient au travers de cette vidéo, je tiens à me présenter. Je suis donc Marie Perron, coach PNListe, et ma mission, c'est d'aider les personnes esclaves de leur prison intérieure à passer d'une vie subie à une vie choisie. Pour ce faire, je propose des séances individuelles dont la première est gratuite et tu as toutes les infos nécessaires pour prendre contact avec moi dans la description, donc je t'invite à t'y référer. Passons donc dans le vif du sujet, mais avant cela, il y a deux mises en garde que j'aimerais faire avec toi. Ici, nous allons parler de personnalité toxique, de personnalité manipulatrice, mais pas exclusivement de pervers narcissique. Donc, je t'invite à prendre du recul vis-à-vis de cette étiquette que l'on pose à mon goût un peu trop facilement et un peu trop souvent, pour simplement te référer au fait que ce que j'évoque avec toi, c'est une relation toxique et je vais évoquer avec toi des stratégies de personnalité manipulatrice, mais pas forcément du coup perverse narcissique. La deuxième chose, c'est que ici, il ne s'agit pas de poser un diagnostic sur la personne avec qui tu partages cette expérience, mais bel et bien d'évaluer ta situation à toi et de voir comment toi, avec ta personnalité, ta situation et les ressources dont tu disposes, comment est-ce que toi, vis-à-vis de ta situation, tu peux t'en sortir. L'autre, ici, on s'en carre, ok ? Dernière chose, mesdames et messieurs surtout, je vais expressément m'exprimer en il dans cette vidéo, non pas parce que c'est volontaire, mais parce que mon expérience personnelle est très liée à un il et que la plupart des personnes qui me contactent sont des femmes qui me parlent d'un il, donc il ne s'agit pas d'une discrimination volontaire de ma part. Je sais que la situation existe dans le sens inverse, donc messieurs, je vous invite à faire preuve d'intelligence et d'autonomie et tout seul comme un grand à faire le switch de transformer le il en elle et à partir du principe que c'est exactement la même chose dans ce sens-là. Dac, alors c'est parti. Ce que j'ai envie de partager avec toi dans cette vidéo, ce sont les 5 stratégies favorites, on va dire, des personnes, donc des personnalités manipulatrices pour t'enfermer dans une prison mentale. Et ensuite, nous verrons ensemble comment est-ce qu'il est possible pour toi de t'en sortir ou en tout cas de mettre les premières pierres de cet édifice vers ta liberté. La première stratégie que les manipulateurs vont utiliser, c'est la stratégie du double jeu. Donc comme son nom l'indique, c'est une personne qui va pouvoir afficher 2 masques principaux différents, celui de la sympathie d'une part et celui de la haine et de la violence d'autre part. Il agit dans 2 contextes spécifiques, donc dans le cercle intime, c'est-à-dire que spécifiquement avec toi, il va être capable de jongler entre les moments où il va être extrêmement sympa avec toi et les moments où il va être complètement imbuvable et il va semer ainsi la confusion dans ton esprit en ne sachant pas sur quel pied danser, puisque à chaque fois qu'il sera mauvais, tu vas pouvoir avoir cette référence dans ton esprit que oui, mais il a des bons moments aussi. Donc parce qu'il y a des bons moments, je crois en ces bons moments et je continue en fait à développer ma relation avec lui parce que finalement on passe aussi des bons moments. Et il exerce aussi ce mécanisme dans le contexte extérieur, c'est-à-dire vis-à-vis des personnes que vous côtoyez ensemble au quotidien ou de manière moins régulière, où du coup il va pouvoir afficher en fait face à ces personnes un visage, le visage d'une personne, on va dire normale, pleine de bonnes intentions, de bienveillance, de générosité, toutes les qualités du monde, tu peux les prendre le dictionnaire, tu peux lui coller sur la figure à ce moment-là, et une fois qu'on est rentré à la maison, toutes ces étiquettes se décollent et il affiche son vrai visage, à savoir celui de la violence, de l'agressivité, du chantage, etc. Et au-delà de ça, il est capable de retirer ce masque uniquement avec les personnes justement qui ont vu la personne que cette personne est vraiment et qui du coup sont capables de voir dans son jeu. Donc là forcément il abaisse les armes, il est qui il est et du coup il est capable comme ça de fonder 2 camps. On dit que pour régner il faut diviser et donc il a cette capacité en jonglant avec ses masques et avec ses comportements de diviser pour justement mieux régner et garder la main sur tout l'environnement en fait qui est le vôtre. La seconde stratégie, ça va être celle de la séduction, donc qui est très en lien avec la première. C'est comme je te le disais, en fait, il a cette capacité de te mettre en confiance puisqu'il est capable de répondre au moindre de tes besoins, il est capable de t'écouter quand tu vas bien, il est capable d'anticiper quand tu vas pas bien également, il est capable de te faire plaisir, il te connaît, on a l'impression, même la première fois qu'on le rencontre, qu'il connaît tout en fait, qu'il a toutes les réponses, qu'il est exactement la personne que nous cherchions et qu'il a du coup cette capacité à nous offrir une vie que l'on mérite, à laquelle on aspire en tout cas, et du coup, on va abaisser nos armes et il va pouvoir commencer à tisser une toile comme ça de bienveillance, de bien-être, jusqu'au moment où tac, il nous met un coup sec derrière la nuque et il se dévoile véritablement.
mais il a donc cette faculté à te séduire et à être cette personne que l'on attend. Sa troisième stratégie va être celle de la victimisation, dans le sens où il va être capable de se rendre victime de la société ou des circonstances pour que tu puisses toi faire preuve de bienveillance à son égard. Ainsi, tu vas pouvoir développer une place à ses côtés qui est indispensable pour lui et dont tu vas même pas pouvoir te défaire auparavant. On verra pourquoi dans la stratégie suivante, mais du coup, il va avoir cette capacité à attiser chez toi une certaine forme d'envie de le sauver, d'envie de l'aider, d'envie de le protéger, d'envie de le coucouner. Et il va développer chez toi ce syndrome du sauveur, en fait, un petit peu. Et donc, comme je te le disais, rendre indispensable ta présence auprès de lui. Mais du coup, forcément, c'est une nouvelle manière d'asseoir son autorité sur toi, d'asseoir aussi la relation que vous avez et de rendre exclusive cette relation que vous avez ensemble. Et l'autre contexte dans lequel il peut faire preuve de ça, c'est dans votre relation à tous les deux, dans le sens où lorsque vous allez vous embrouiller tous les deux, ou lorsque tu vas essayer de poser tes limites, ou de te rebeller, de t'affirmer un petit peu, il va trouver le moyen de dire que s'il est mal, que s'il va pas bien, que s'il a fait une connerie, ou que s'il t'a tapé dessus, c'est parce que tu as fait quelque chose. Et donc du coup, cette capacité qu'il a à se rendre victime à la fois des circonstances et à la fois de tes circonstances, on va dire, à toi, eh ben, une fois de plus, ça t'enferme dans un schéma dont tu n'arrives pas à te dépatouiller. La quatrième stratégie, donc, c'est le chantage. Le chantage où, c'est ce que je te disais, il va être capable de te faire comprendre que s'il se passe quelque chose, quoi que cela puisse être, c'est ta faute. Donc si tu pars, je vais me suicider. Si tu restes, je te tape dessus. Si, je sais pas, si tu décides d'en parler à ta copine, eh ben, je te ferai la peau ce soir quand tu rentreras. Si tu choisis de te séparer de moi, eh ben, c'est moi qui garde les enfants, etc. Et du coup, il a cette capacité à créer en toi ce doute qui n'en est pas un, puisqu'en fait, petit à petit, il te convainc que la seule solution, c'est de rester avec lui, c'est de continuer à subir et de continuer en fait à te soumettre à sa volonté et à ce schéma dont tu ne comprends ni les tenants ni les aboutissants, mais qui est là, dont tu sens la présence être de plus en plus tangible, on va dire, au fur et à mesure que le temps passe avec cette personne. Et du coup, il a une fois de plus, merci Chaussette, il a une fois de plus donc cet ascendant sur toi à travers donc le chantage, et donc le chantage est une formidable forme de manipulation. Donc fais attention aux personnes qui ont recours à cette technique-là. Cinquième et dernière stratégie, c'est celle qui personnellement me dégoûte le plus, c'est celle de l'omniprésence. Cette personne est absolument présente partout. Et aujourd'hui, Dieu merci, on est dans l'ère de la communication, donc avec Facebook, avec Instagram, avec Snapchat qui offre des moyens de savoir où on est, de savoir ce qu'on fait, avec qui on est, etc. On a une surcharge et une peur d'être au moment où on vit quelque chose avec quelqu'un d'autre que, eh ben finalement, on ne fait plus rien. On ne fait plus rien parce que, quoi qu'il advienne, où que l'on soit, cette personne est là, à nous envoyer des SMS, à nous appeler, à nous harceler d'une façon ou d'une autre, ou à nous regarder de loin, du coup, à travers tous ces mouchards qui sont mis en place dans tous les appareils qu'on utilise au quotidien, et qui, du coup, attendent que l'on rentre pour nous mettre une chasse parce que, bah, du coup, on était avec ci, on était avec ça, on a fait ci, on a fait ça sans lui, sans le prévenir, etc. Donc, l'omniprésence, ce truc étouffant qu'il t'impose en fait et qui du coup lui permet de consolider toutes les stratégies qu'on a déjà évoquées ensemble. Et c'est là que moi j'évoque en fait la notion de séquestration mentale. Je ne sais pas si d'autres l'utilisent, mais moi c'est vraiment le sentiment que j'ai face à ça, puisque on est vraiment en fait la personne qui fait usage de ces stratégies, tisse une toile, tisse une prison dont tu ne te rends même pas compte en fait, il n'y a rien de tangible, c'est tout dans ta tête, il arrive à jouer en fait, il a une fine connaissance de la psychologie, ou en tout cas un instinct vis-à-vis d'elle qui est très pointu, et qui du coup lui permet de jouer en fait avec tes sens, avec tes pensées, avec tes croyances, avec tout ce qui fait que tu es toi, il arrive à le retourner contre toi et à t'enfermer dans une prison mentale dont tu as l'impression de ne plus pouvoir sortir. Et ça en fait, les personnes qui viennent de l'extérieur, qui n'ont jamais vécu ça, ne peuvent pas le comprendre. Elles ne peuvent pas comprendre qu'on est enfermé dans un système qu'on a créé à deux, malgré tout, mais on est enfermé dans un système à partir duquel l'extérieur n'existe plus. L'extérieur n'a plus de vérité, l'extérieur n'a plus rien de sécurisant pour nous, en fait, puisqu'on a été bâti, on a construit, en fait, un univers qui ne nous appartient qu'à nous, à cette personne et à toi-même. Et
il est impossible de voir l'extérieur. Et les personnes comme ça, qui viennent de l'extérieur, qui observent la situation, ne comprennent pas et ne peuvent pas comprendre ça. On vient nous dire, mais pourquoi tu restes avec lui? Mais c'est facile, allez, faut que tu fuis, en fait, faut que tu dégages. Mais tu comprends pas que si je suis là, c'est justement parce que c'est lui, en fait. C'est parce que c'est lui avec un grand L, en fait. Et personnellement, dans mon travail thérapeutique, j'évoquais souvent cette personne en l'appelant mon il. Mon il avec un grand I, parce que il est partout. Il est dans ce que j'aime, il est dans ce que je déteste, il est dans mes joies, il est dans mes douleurs, il est dans mes rêves, mes espoirs, mais aussi dans mes craintes et mes angoisses. Il est partout. Partout, partout, partout. Et une des premières étapes, du coup, une étape en tout cas indispensable pour t'en sortir de tout ça, ça va être un moment d'accepter le fait que ça, en fait, il est partout, ça fasse partie du jeu. Mais finalement, pourquoi qu'il se passe dans ta vie, de bon ou de moins bon, tout ce que tu as vécu a une influence sur ce que tu vis aujourd'hui, et tout ce que tu vis aujourd'hui aura une influence sur ce que tu vivras demain. Mais ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Si tu as un accident de voiture, tu vas revoir peut-être, je sais pas, ta relation à la vie, peut-être que tu auras peur après de prendre une voiture et que tu vas te mettre au vélo. Si tu tombes amoureux, prenons quelque chose de positif, si tu tombes amoureux, et bien forcément toutes tes croyances, toute ta manière de réfléchir, toute ta personne en fait va s'orienter dans cette nouvelle relation. Si un jour, en prenant ton chemin pour aller au boulot, tu passes à droite au lieu de passer à gauche, ça entraîne une série d'événements en fait qui fait que même ça, en fait, ça influence, alors de manière plus petite, plus infime, mais ça influence aussi ta manière d'être et de vivre la suite, en fait. Donc, tout ce que tu vis a une influence. Et la question à te poser là-dedans, c'est quelle est justement l'influence que tu vas laisser cette circonstance avoir sur ton quotidien? Quelle empreinte est-ce que tu vas laisser cette personne avoir sur toi? Est-ce que ça va être celle de la fuite, de la peur, de la victimisation, de la dépendance, ou est-ce que justement ça va être celle de la liberté, de la remise en question et de la reprise de ton pouvoir? Mais cette acceptation-là, je pense qu'elle est indispensable et personnellement, elle a été très difficile pour moi de savoir que quoi que je fasse, finalement, c'est un choix que je fais vis-à-vis de ça, puisque est-ce que je serais coach aujourd'hui si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu? Honnêtement, je pense pas. Est-ce que... En fait, on a le choix dans un sens ou dans l'autre, mais il est toujours dicté en fait par ce qu'on a vécu. Si je décide de fuir physiquement ou peut-être au travers de substances ou au travers de distractions, c'est un choix que je fais en fonction de ce que j'ai vécu. Si je choisis de vivre, si je choisis de partager, si je choisis de m'en sortir et d'aider d'autres personnes à m'en sortir, c'est aussi en fonction de ce que j'ai vécu. Donc tout ce que tu vis a une influence sur ce que tu vivras et c'est à toi de choisir cette influence. Jusqu'au jour où, la deuxième chose que tu vas pouvoir atteindre, jusqu'au jour où tu vas pouvoir sentir ce moment où, moi ça s'est exprimé comme ça, où la petite fille que j'étais, qui a subi tout ça, est super fière de l'adulte que je suis devenue. Et cette complétude en fait, cette fierté sans orgueil en fait, mais c'est ce « waouh, regarde ce que tu as fait de tout ce que tu as vécu », et ben ça, c'est un putain de bonheur les amis. Et du coup, c'est arrivé à ce moment où, aujourd'hui, j'aime ce que je vis. Mais si j'aime ce que je vis, forcément, j'aime ce que j'ai vécu et qui m'a amené là. Je ne pourrais pas vivre aussi puissamment, en fait, les petites joies du quotidien, mes relations avec les autres. Et de voir, en fait, mon entreprise et mon activité grandir, etc. Tout ça n'aurait pas autant de puissance. Ce ne serait pas aussi pleinement vrai et puissant si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu avant. Donc finalement, mon bonheur d'aujourd'hui, je le dois aussi à ce que j'ai vécu, mais pas à ce que j'ai vécu au sens propre du terme, mais à ce que j'ai vécu de ce que j'en ai fait en fait, de ce qui s'est passé entre le moment où j'ai vécu ça et ce que je suis aujourd'hui. Et donc, si j'aime ce que je vis aujourd'hui, indubitablement, j'aime ce que j'ai vécu avant et ce qui m'a permis en fait, le chemin qui m'a permis d'arriver à ce que je suis. Donc ça, c'est vraiment 2 étapes, 2 idées que je t'invite à développer. Au-delà de ça, tu le sais si tu me suis depuis longtemps, pour les nouveaux, bienvenue, mais la position que je défends, c'est celle de se mettre au centre de ta vie. Si j'utilise tout le temps et depuis le début, c'est la seule phrase qui n'a pas changé en fait dans toutes mes communications, c'est tu es la personne la plus importante de ta vie. Et du coup, l'unique solution en fait, quelle que soit ensuite la manière dont toi tu l'exprimes, mais l'unique solution c'est de te remettre au centre de ta vie. C'est d'apprendre à te connaître, c'est d'apprendre à connaître tes besoins, c'est d'apprendre à connaître tes valeurs, c'est d'apprendre à connaître tes limites, de pouvoir les nourrir
dans un premier temps en autonomie et de pouvoir les affirmer aux autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire preuve de violence, ça ne veut pas dire qu'il faut être sec, ça ne veut pas dire qu'il faut tout rejeter autour de soi, c'est simplement se comprendre et inviter à entrer les personnes qui sont capables de comprendre ce que toi tu as compris. Et cette compréhension de toi, tu vas pouvoir l'offrir aux autres, tu vas pouvoir leur proposer aussi d'apprendre à se comprendre et c'est comme ça que tu vas construire des relations qui désormais seront saines, tant pour toi que pour la personne que tu as en face de toi. Mais l'unique solution en fait, pour sortir de tout ça, c'est toi. C'est toi. Ce sont les choix des croyances que tu as. C'est le choix des perceptions que tu choisis d'avoir. C'est le choix des personnes dont tu t'entoures. C'est le choix d'ouvrir les yeux ou non. C'est le choix de te faire aider ou non. C'est le choix de lire, qu'importe, de lire des livres, de regarder une vidéo, de faire le premier pas. Peut-être qu'en raccrochant, en fermant ta fenêtre aujourd'hui, la fenêtre YouTube, pas la fenêtre du salon, tu vas pouvoir te dire « elle a raison, allez, je vais appeler machin, comme ça je vais m'en sortir. » La solution, c'est toi. Et si appeler, c'est difficile, parce que je peux comprendre, en ce moment, on est en confinement, donc on est en sursurveillance, on est en hyper-surveillance des personnes qui nous veulent du mal. Mais du coup, trouve ce petit truc en toi, cette petite affirmation de toi, même si tu ne l'exprimes pas au quotidien, mais cette petite affirmation de toi, cette petite étincelle de toi, qui est toujours là, quelque part, elle existe, je t'assure. Trouve-la et nourris-la. Nourris-la à travers des lectures, à travers des conversations, à travers peut-être l'affirmation de toi au quotidien, à travers le jeu que tu peux faire avec tes enfants. Nourris cette petite étincelle pure de toi qui existe encore en toi. Trouve-la, nourris-la, chéris-la, fais-la grandir. Jusqu'au moment où tu auras cette force de claquer la porte pour aller vivre ta vie. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à m'en faire prendre connaissance à travers un commentaire, un pouce bleu, en t'abonnant et surtout en partageant la vidéo parce que je pense que cette notion de séquestration mentale n'est que très peu diffusée. C'est un terme que moi j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment ce sentiment d'être enfermé et de ne pas pouvoir sortir. Et c'est dingue parce que il y a le terme enfermé qui vient et pourtant toutes les portes sont ouvertes. Mais parce qu'on a été éduqué à être enfermé là-dedans, on a l'impression que toutes les portes sont fermées. Et c'est là, je trouve, que le terme séquestration prend tout son sens. Bref, je m'arrête là, je te laisse tranquille. N'hésite pas donc à t'abonner, à commenter, à mettre le pouce bleu, à partager, parce que je pense que le message de cette vidéo est important. Et il change un petit peu de ce qu'on peut entendre sur le sujet, donc n'hésite pas à faire circuler un petit peu ce message, quelle que soit la manière. N'hésite pas aussi à me poser tes questions, à entrer donc en contact avec moi si tu as envie de t'en sortir, si tu as envie d'avancer. Je te laisse, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que, de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te laisse, je t'aime, je t'embrasse. À la revoyure.